En 2005, Phoenix est la cible de 2 tueurs qui s'amusent à compter les points dans un jeu de violence gratuite. C'était quelqu'un qui conduisait et qui tirait au hasard sur n'importe quel passant. Une fièvre meurtrière qui incite les habitants à rester chez eux La situation avait instauré un climat de terreur. et déconcerte les autorités incapables de trouver les coupables. Nous n'avions vraiment pas un seul témoin de ces fusillades. Mais quel a été l'élément déclencheur de ces crimes? Je pense qu'il est né comme ça. Il n'est pas devenu ce monstre en grandissant. Ces serial killers de la route étaient-ils des tueurs nés? Il y a quelque chose de diabolique chez lui. Au cœur d'un paysage aride dans le désert de l'Arizona, la ville de Phoenix est une magnifique oasis. Célèbre pour ses panoramas sauvages et son climat désertique, la vallée du Soleil est connue pour être une source de beauté naturelle. Les gens s'installent ici parce qu'ils recherchent la chaleur. Ils viennent ici pour profiter des grands espaces, ou encore parce qu'ils aiment randonner. On s'attend à mener une vie plutôt paisible ici à Phoenix, parce que nous ne connaissons pas les problématiques urbaines dont souffrent beaucoup d'autres grandes villes dans le monde. Fin 2005, cette paix sera troublée et la ville ravagée par la peur. Cette ville était paralysée par la peur. Les gens vivaient cloîtrés, ils ne sortaient pas de chez eux, ils n'allaient pas se promener, ils ne laissaient pas leurs enfants sortir. Tout le monde s'inquiétait de sa propre sécurité, parce que la police nous conseillait de ne pas sortir le soir. La communauté avait peur. Les gens n'osaient pas aller chercher de l'essence ou aller marcher, courir, sortir le chien. Les gens étaient terrifiés à l'idée de sortir dans la rue. Tout le monde se méfiait de tout le monde. Mais cette période de terreur commence par s'installer de manière insidieuse. 6 mois plus tôt, des récits de tueries d'animaux commencent à filtrer un peu partout dans la vallée. Les inspecteurs enquêtaient sur une série de fusillades d'animaux. Un soir, une personne qui louait une maison a trouvé le cheval de la maison voisine baignant dans une mare de sang. Les agents de police sont venus. Ce pauvre cheval avait 5 blessures par balle. Il s'était noyé dans son propre sang. Ses poumons étaient percés. Cette même nuit, les tueurs se tournent vers une nouvelle proie. David Estrada est un fin musicien, doté d'une grande soif d'aventure. Il venait d'avoir 20 ans. J'étais heureuse de le voir devenir adulte. David avait une voix magnifique, mais je ne suis pas totalement impartiale. Il adorait la musique. Un jour, j'étais dans la cuisine et il s'est mis à chanter Blackbird. Je lui ai dit que c'était magnifique et qu'il fallait qu'il poursuive dans cette voie. C'était vraiment très beau. Le 29 juin, David avait prévu de retrouver un ami pour partir en expédition. Il voulait retrouver un ami à San Francisco. Il devait partir pour San Diego ou le Mexique. Mais il attendait que quelqu'un le prenne en stop. Il avait sa guitare et son sac de couchage. Malheureusement, il n'atteindra jamais sa destination. Les inspecteurs sont venus frapper à ma porte. Je leur ai ouvert, ils m'ont dit « Nous avons retrouvé votre fils ». Alors j'ai répondu « Vous êtes de la police? Il a des problèmes, je viens le chercher ». Mais ils m'ont annoncé qu'il était décédé. À partir de ce moment-là, je suis sortie sur le perron. Je leur ai dit que je les détestais, qu'ils n'avaient aucun droit de me parler comme ça,
Je suis devenue folle. Je me roulais par terre. J'étais hystérique. Les inspecteurs avaient reçu un appel signalant un corps allongé sur le bord de la route. Quelqu'un venait de commander son hamburger au drive-in. Et en repartant, les phares de la voiture ont éclairé un corps sur le trottoir. Les gens qui avaient appelé pensaient simplement que c'était un ivrogne qui dormait. La police a rapidement conclu que le vol ne pouvait pas être le mobile de ce crime. Elle n'a pas pu trouver d'autres éléments qui auraient pu faire penser qu'il y avait un vrai mobile derrière ce meurtre. Quand nous sommes arrivés à la morgue, l'un de nos amis qui en est propriétaire m'a dit « Madame Estrada, il a été tué d'une balle dans le poumon qui est passée à quelques centimètres de sa colonne vertébrale. Il a suffoqué sur l'instant et est immédiatement allé rejoindre notre créateur. » Un acte de violence apparemment absurde qui n'offre guère d'indices aux enquêteurs. Il n'y avait pas de modèle récurrent dans ces fusillades. Les inspecteurs ont dépensé beaucoup d'énergie pour tenter de suivre la moindre piste qui pouvait expliquer le décès de David Estrada et ont fini par être convaincus qu'il n'y avait aucune explication. Nous n'avions vraiment pas un seul témoin de ces fusillades. Pas un seul. Deux frères observent très attentivement le déroulement de l'affaire. Jeff Hausner, 38 ans, et Dale Hausner, 32 ans. Dale n'avait pas un métier qui le mettait dans une position de pouvoir, mais il essayait de tirer le meilleur parti des boulots qu'il avait. Il travaillait à l'aéroport de Sky Harbor comme gardien. Il vendait de l'alcool tombé du camion à beaucoup de gens. Il a littéralement fait de l'aéroport et de ses collègues son petit marché noir personnel, au sein duquel il se livrait à ses activités de vol à l'étalage. Jeff étant au chômage, son jeune frère le met à contribution dans son trafic. Dale était non seulement plus jeune, mais plus petit. Il manipulait son frère pour qu'il se batte à sa place et l'entraînait dans ses combines. Les frères Hausner ne tardent pas à développer un passe-temps pervers qui va dérouter les enquêteurs. Fin 2005, la ville de Phoenix est frappée par une série de fusillades aléatoires. Ce sont d'abord des animaux qui en sont les victimes, mais ensuite les événements prennent un tournant inquiétant lorsque David Estrada, 20 ans, est retrouvé mort sur le bord de la route. Dans les 6 mois qui suivent, la violence monte en puissance, occasionnant 13 fusillades au total, dont des tueries d'animaux, la destruction de biens matériels et un second meurtre inexpliqué. L'inspecteur Cliff Jewell reçoit bientôt un appel téléphonique qui ouvrira un nouveau chapitre sanglant. Le 29 décembre 2005, la brigade des homicides a été envoyée sur les lieux d'une triple fusillade dans le centre de Phoenix. Cette nuit de décembre, 3 fusillades distinctes ont eu lieu dans un laps de temps très court. Les enjeux commencent, semble-t-il, à monter dans ce jeu mortel. Les agents ont découvert le corps de Marco Carrillo qui reposait près de ce bâtiment. Je pense qu'il avait dû être appelé d'une voiture. Il s'était approché de la voiture et il avait été tué de 2 balles dans la poitrine. Ils ont également trouvé José Ortez, mort 2 pâtés de maison plus loin, dans la même configuration. Il avait une blessure par balle au centre de la poitrine et était allongé près du trottoir. La 3e scène de crime était l'endroit où M. Tordaille a été tué. L'inspecteur Jewell se met à analyser les preuves à la recherche d'un indice qui pourrait l'aider à élucider l'affaire. Cette nuit-là, j'ai demandé toutes les images de surveillance de chaque bâtiment public pour voir les véhicules en mouvement.
Elle montrait une voiture qui arrivait au carrefour, qui s'arrêtait, tournait lentement, puis sortait du champ. Mais on la retrouvait sur une autre caméra. Elle l'accélérait d'un coup. Sur les images, on voit un chat qui marche le long du trottoir et qui bondit à 1 mètre du sol sans raison apparente. Je crois que c'est à ce moment-là que le coup est parti, ce qui a fait sursauter le chat. Si les images de surveillance offrent une piste non négligeable, le véhicule suspect n'est pas clairement identifié. À ce moment-là, j'ai compris qu'il s'agissait de quelqu'un qui conduisait et qui tirait au hasard sur n'importe quel passant. Cependant, l'analyse d'autres preuves prélevées sur la scène du crime amène à une découverte effrayante. Quand nous avons comparé nos preuves et constaté que cette série de fusillades était liée à l'homicide de David Estrada, ainsi qu'aux nombreux chevaux et chiens qui avaient été tués, on a su qu'on avait un sérieux problème. Non seulement ça, mais en plus, ce n'est pas habituel d'avoir des gens qui se comportent de cette façon, qui se promènent et tirent au hasard sur tout ce qui bouge. C'était frustrant et je savais que ça allait être une affaire difficile à résoudre. Phoenix est une ville assiégée, ses habitants prisonniers de leur propre maison. Les anges gardiens bénévoles patrouillent désormais dans les rues de Phoenix. Mais ce n'est pas suffisant pour certains résidents qui commencent à s'armer. Les ventes d'armes ont dû augmenter d'environ 50% au cours des 2 dernières semaines. Alors que les enquêteurs travaillent sans relâche, le sujet des meurtres en série domine les conversations. La situation avait instauré un climat de terreur. S'il y avait un sujet de conversation à la machine à café, c'était ça. Les gens n'osaient pas aller chercher de l'essence, ou aller marcher, courir, sortir le chien. À ce stade, mon boulot consistait à faire le plus de recherches possible pour trouver des fusillades similaires. J'ai donc sorti les messages de patrouille des 23 villes de la vallée qui signalaient des fusillades aléatoires. Tony Mendez, homme à tout faire de 38 ans, et Reginald Remillard, vétéran du Vietnam de 56 ans, 2 hommes dont les meurtres n'avaient pas été résolus, sont désormais identifiés comme les premières victimes connues de cette folie meurtrière. Clive Jewell craint le pire. J'étais convaincu qu'il s'agissait des mêmes personnes. Le mode opératoire était le même. Les victimes se trouvaient dans des quartiers mal éclairés entre 22h et 2h du matin. Je savais que c'étaient les mêmes coupables. 4 mois après la nuit du triple homicide, Jeff Hausner présente son frère Dale à un ami peu fréquentable, Sam Dittman. Je crois que Dittman avait un sentiment d'instabilité depuis l'enfance. Il avait vécu le divorce de ses parents, s'était marié, mais la relation avait échoué. Il avait une peur de l'abandon, un besoin de tout contrôler. En résumé, c'était quelqu'un qui avait de graves problèmes psychologiques. Frappés de malchance et ayant tous les deux vécu des divorces difficiles et la perte de leur enfant, Dale et Sam trouvent rapidement un terrain d'entente. Nous avons 2 hommes qui ont perdu leur femme et tout le reste. Ils étaient en colère parce que la vie ne leur avait pas fait de cadeau. Ils n'avaient pas ce que les autres avaient. Ils éprouvaient sans doute de la colère et du ressentiment. Jeff va rapidement se détacher du groupe après avoir trouvé du travail, laissant Dale sans complice pour ses crimes. Jeff avait trouvé du travail comme agent d'entretien. Il ne pouvait donc plus traîner avec les autres. Jeff avait aussi une petite amie avec qui il vivait. Il a donc coupé les ponts avec Dale. Heureusement pour Dale, Sam Dittman va s'avérer être le remplaçant idéal. Tout juste un mois après cette rencontre en mai 2006, les inévitables fusillades se poursuivent. Une jeune femme appelée Claudia Gutiérrez Cruz en est la cible alors qu'elle rentre chez elle. La victime a été touchée dans la rue Thomas, au niveau du numéro 6100. L'inspecteur Pete Salazar est l'un des agents sur la scène du crime.
Claudia Gutiérrez a été transportée à l'hôpital et n'a pas survécu à l'opération. On a appris qu'elle avait été touchée par un fusil de chasse à bout portant. Les autorités peinent à assembler les pièces de ce puzzle complexe. Et les fusillades s'élèvent à présent au nombre stupéfiant de 25. Cliff Jewell décide alors de suivre une intuition. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus d'une personne impliquée, parce que les tirs provenaient des deux côtés de la voiture, et qu'il est difficile de conduire, repérer d'éventuels témoins et viser quelqu'un avec précision. Les tireurs ne manquaient jamais leur cible. Ils faisaient mouche à chaque fois. Les inspecteurs recherchent désormais 2 tueurs. La violence va atteindre des sommets terrifiants avant que la police ne déniche enfin l'indice qui lui manquait cruellement. En juin 2006, des agents sont appelés sur les lieux de 2 incendies dans des supermarchés. Il y avait 2 foyers dans 2 magasins différents séparés de seulement 13 km, à 45 minutes d'écart. Ils ont déclenché le système d'extincteur automatique. Les dégâts matériels s'élevaient à près de 10 millions de dollars. Les caméras de surveillance avaient enregistré des images de 2 personnages suspects aux 2 endroits. Grâce à l'équipement de surveillance des magasins, nous avons pu avoir des photos de surveillance des zones où le feu avait démarré. Et dans les 2 cas, nous avons repéré les 2 mêmes individus dans le magasin, ce qui nous a permis de diffuser un message aux patrouilles. Suite à un appel à témoins, l'agent Darrell Smith reçoit un tuyau identifiant l'un des suspects. Nous avons reçu un appel d'une personne qui disait connaître un dénommé Sammy, que ce dernier traînait dans quelques bars, surtout à l'ouest de Phoenix. À partir de là, nous sommes allés dans ces bars que nous avons placés sous surveillance. Mais nous n'avons jamais trouvé qui c'était. Nous avons maintenu la surveillance dans les quartiers où il était censé traîner, mais ça n'a rien donné. La vie de Sam Dittman était une spirale descendante depuis des années. En grandissant, Dittman avait témoigné peu d'intérêt pour l'école. Son adolescence avait été marquée par une série de démêlés avec la justice, au terme desquels il avait hérité de plusieurs condamnations mineures. Enfant de parents divorcés souvent absents, son mariage avec son amour de jeunesse tourne court, le laissant sans abri et séparé de ses 2 jeunes enfants. Dittman glisse rapidement dans la toxicomanie. Sam était toujours à 2 doigts de se retrouver sans abri, d'être à court d'alcool ou de drogue. Dale Hausner, qui lutte déjà contre ses propres démons, rejoint Sam et se console avec lui dans la boisson et la drogue. Il compte dans sa famille des antécédents de maladies mentales. Le jeune Hausner se plaignait souvent de dépression, tout en refusant de se faire aider par des professionnels. Son père, distant et difficile à vivre, a eu du mal à construire une relation saine avec son fils, et les 2 étaient souvent en conflit, obligeant Hausner à quitter très tôt le foyer familial. Il s'était marié et il avait eu 2 jeunes fils. C'était une dizaine d'années plus tôt. Lui et sa femme rentraient chez eux, elle conduisait. Il y avait un bébé qui n'était pas le sien et son propre enfant. Ils se sont noyés dans un accident de voiture. Le couple n'a cessé de s'accuser mutuellement. La perte de ses enfants provoquera un incident avec celle qui allait devenir son ex-femme, révélant une propension à la violence qui bouillonnait sous la surface. Il l'a conduite dans le désert en chemise de nuit. Elle pensait qu'il allait la tuer et c'est ce qu'il menaçait de faire, en pointant un revolver sur elle. Mais un automobiliste est arrivé et sans lui, elle aurait sans doute été sa première victime. Le dernier ingrédient de ce cocktail fatal sera la méthamphétamine. Prenez 2 hommes qui ont perdu leur femme et tout ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'il leur reste pour se sentir mieux? La drogue. La méthamphétamine vous donne la sensation d'être vivant. Vous n'avez plus les mêmes inhibitions. Vous vous sentez plus fort que tout. Vous ne pouvez plus vous maîtriser. Vous vous sentez invincible.
La nuit du double incendie, l'ancien militaire Paul Patrick se rendait dans un garage du coin pour acheter des cigarettes. Paul Patrick vivait avec sa mère et sa sœur à l'époque. C'est lui qui gagnait l'argent de la famille. Sa mère souffrait d'une maladie cardiaque. Sa sœur prenait soin de sa mère pendant que Paul allait travailler. Le bilan du tireur en série s'élève désormais à 33 incidents, dont 12 fusillades d'animaux, 9 êtres humains blessés et 7 meurtres. Paul sera la 34e victime. J'allais à pied au magasin d'en face. J'ai seulement entendu une voiture ralentir. Je ne suis pas arrivé au bout. J'étais quasiment sûr d'être touché. Parce que la douleur était terrible. Toujours vivant, Paul est à terre, vulnérable et seul. J'ai reconnu les contours de l'objet qu'il tenait. C'était une arme. Je me suis dit qu'il allait m'achever. Je ne pensais qu'à une chose. Mon Dieu, faites que ce soit rapide. Heureusement pour Paul, l'homme penché sur lui avec une arme ne lui voulait aucun mal. Paul était à moitié mort, mais il a été sauvé par l'héroïsme d'un jeune homme appelé Saul Guerrero. Guerrero était un médecin de l'armée qui avait entendu les tirs et s'était précipité sur les lieux. Il était là pour me protéger. Il m'a dit, tant que je suis là, personne ne vous fera de mal. Ces blessures auront toutefois un impact profond et durable sur sa vie. Paul est resté entre la vie et la mort pendant des semaines. Sa mère est devenue l'infirmière de la famille. Sa sœur s'est mise à travailler et Paul est devenu l'invalide. Bien sûr, le fait qu'il soit en vie est un vrai miracle hollywoodien. Pendant ce temps, la violence ne cesse de s'amplifier et Sam Ditman continue à glisser vers le fond, n'ayant d'autre choix que de se tourner vers Dale Hausner, d'emménager chez son ami et de dormir sur son canapé. Sam n'était pas le genre d'homme à prendre sa vie en main, à réfléchir sur la somme d'argent qu'il devait gagner pour louer un appartement, s'acheter à manger, ce genre de choses. Sa vie s'était détériorée à tel point qu'au moment où il emménage avec Dale, il est entièrement et complètement dépendant de Dale pour tout. Dale faisait absolument tout pour Sam. Tout ce qu'un adulte fait normalement tout seul. Leur malheur partagé et leur colère envers le monde seront les catalyseurs d'une amitié toxique. Mais à mesure que l'enquête progresse sur les incendies des supermarchés, les inspecteurs reçoivent un tuyau qui sera le début de la fin pour ces tireurs en série. En 2005, la ville de Phoenix est victime d'une série de fusillades aléatoires touchant des hommes, des animaux et des biens matériels, instaurant un climat de peur qui rend les habitants prisonniers de leur propre maison. À l'été 2006, alors que le bilan ne cesse de s'alourdir, la police commence à resserrer son étau sur un duo de tueurs qui, semble-t-il, chasse la proie ultime. Un appel à témoins pour identifier les coupables de 2 incendies de supermarchés permet à l'inspecteur Darrell Smith de recevoir un tuyau essentiel. Nous avons finalement eu un autre appel. J'ai longuement discuté avec la personne. Il s'agissait de Ron Horton. Ron est un motard de la région qui a reconnu l'un des hommes sur les images de surveillance comme son habituel camarade de boisson, Sam Ditman. Il m'a raconté qu'il traînait dans un bar, le Stardust, dont Sam Ditman était un client régulier à l'époque. Un soir, Sammy était au bar avec Ron et il lui a demandé s'il savait ce que ça faisait de tuer quelqu'un.
Ron l'a regardé et lui a dit « Mais ça va pas? Non, j'ai jamais tué personne. » Et il a répondu « Eh bien moi je sais ce que ça fait. » Sam s'est mis à lui raconter que c'était lui qui tirait sur ces gens dans la vallée. Les enquêteurs ont enfin la piste qu'ils recherchaient depuis si longtemps. Ils se mettent au travail pour mettre fin une fois pour toutes au règne de terreur du tueur en série. Quand j'ai parlé à Ron au téléphone, il a accepté d'aller voir Sam. Cependant, malgré les efforts de Ron pour convaincre son ami de le rencontrer, Dittman refuse obstinément. Tragiquement, ce soir-là, Robin Blasnek deviendra la prochaine victime des tireurs en série. La dernière d'une série de violences sans précédent qui comptait 47 incidents distincts. Une jeune fille de 22 ans, Robin Blasnek, s'est fait tuer précisément au moment où Ron échangeait des textos avec Sam. S'il est trop tard pour sauver la vie de Robin Blasnek, Ron convient d'un rendez-vous avec Sam le soir suivant. Et la police est bien décidée à arrêter son suspect. La rencontre a enfin eu lieu. Ils se sont pointés au bar du Stardust. Et quand Sam est arrivé, il était accompagné de Dale Hausner. Nous avons continué la surveillance dans la nuit. Quand Dale et Sam sont rentrés chez eux, nous avons continué la surveillance. Une mise sur écoute de l'appartement de Hausner fournit aux enquêteurs une vision effroyable de l'esprit et des motivations de ces deux tueurs sans pitié. Pendant les conversations sur écoute, il disait qu'avoir tué autant de gens ici, dans la région, faisait d'eux des pionniers. Hausner avait besoin d'être célèbre. Sans doute cherchait-il ainsi à compenser des sentiments profondément ancrés d'inadéquation et d'infériorité enracinés au cœur de sa personnalité. Ils étaient furieux de la couverture médiatique qui n'annonçait pas le bon nombre de victimes. Ils voulaient être au sommet. Ils voulaient être reconnus. C'était comme un concours pour eux. Puis ils se sont mis à parler de Robin, tuée la nuit précédente. Ils ont tenu quelques propos sur cette fusillade, qui les désignait formellement comme les responsables de ce crime. En possession des preuves dont elle a besoin, la police ne tarde pas à arrêter les deux hommes. À ce stade, nous avons décidé de procéder à l'arrestation. On nous a donné le feu vert. Sam est sorti et on l'a accueilli. Dale a été arrêté peu de temps après. Dale Hausner, habillé d'un simple short, était loin de se douter que les équipes tactiques s'apprêtaient à l'arrêter jeudi soir. Dale et Sam ne semblaient pas surpris par leur arrestation. Ils se sont montrés calmes, n'ont opposé aucune résistance. En procédant à la fouille de l'appartement de Hausner, tout devient encore plus clair. Les preuves trouvées au domicile des hommes les plus recherchés de Phoenix sont accablantes. Il y avait des munitions et tout un sac de briquets qui correspondait à celui que la police avait trouvé au magasin. Ils étaient de la même couleur. Éparpillés parmi les débris de boissons et de drogue, des coupures de presse que les deux hommes avaient collectées en lien avec les fusillades. Il y avait des images, des livres, comme s'ils conservaient des trophées de chacun des meurtres. Conserver des coupures de presse, c'était un peu comme une chasse au trésor, une manière pour eux de revivre leur prouesse. À l'intérieur d'un sac poubelle se trouvait une carte retraçant l'itinéraire de leur passe-temps morbide. Sur la carte, il y avait des marques au feutre. Et quand nous avons commencé à chercher les emplacements des fusillades, nous avons vu qu'ils correspondaient aux points sur la carte. Dans le sac poubelle, ils ont trouvé une canette de soda contenant une cartouche de calibre 14 qui avait été tirée d'un fusil de chasse. L'analyse médico-légale montrera que cette cartouche avait été utilisée la nuit précédente pour tuer Robin Blasnek.
Alors que les journaux télévisés annoncent l'arrestation, les habitants de Phoenix peuvent enfin respirer et les familles des victimes penser à obtenir justice. J'étais au travail, tout le monde est venu me voir et m'a dit « Rebecca, ils ont attrapé les tueurs en série. » C'est sur toutes les chaînes. Alors je suis allée dans la salle de restauration, je les ai vus et mes genoux ont cédé sous moi. Pendant l'interrogatoire, les enquêteurs apprennent vite à connaître les deux hommes qu'ils avaient passé tant de temps à traquer. En fait, on pensait que Dale Hausner serait le premier à avouer et que Sam Dietman était le monsieur muscle, le chef de la bande, pour ainsi dire. Dale manifestait par son attitude que nous avions arrêté la mauvaise personne, que ce n'était pas lui. Il nous disait qu'il essayait de nous aider, ce genre de choses. S'il savait quelque chose, il était prêt à nous le dire. I stay out of trouble for most of the part, except for alcohol and a couple of little drugs every now and then. I haven't been in trouble with the law or anything, but that would just be so a kick in the ass to me, a spit in the face, that someone would use my gun and my car to go out and hurt people like that. Il ne semblait pas trop secoué. J'avais plutôt l'impression qu'il passait un bon moment, qu'il s'amusait avec nous. You specifically said, quote, what about the guy who shot at 27th Avenue in Northern? I said that was me, not Sam. Why would you say something like that? People say silly stuff when they're drunk. I look at Mel Gibson. Il savourait chaque minute de cet entretien. Il adorait le jeu. Je pense que c'est comme ça qu'il voyait les choses. I keep tracking the serial killer, the other guy who's going around shooting people. What do you know about that particular case? 35 people shot, animals, horses, dogs, 5, 6 people dead. Nous n'avons pu que lui soutirer des si. Si ma voiture a été utilisée, Sam a dû la prendre pendant que je dormais. I'm just saying, but if you kill however many people he killed or shot or whatever, that's on him, that's not on me. So I'm not protecting anybody, so. Il croyait vraiment qu'il était plus malin que tous les inspecteurs. I'm not a genius or anything, but we just talk about it just shouldn't be this hard. I mean, maybe it is this hard to catch people, but. Maybe the person's just really good. I mean, it could be a law enforcement officer, it could be Sam, it could be anybody. The person's got to be smart, because they've been getting away with this for a long time. Do you have any idea why you're here? Yeah, I believe it'd be the serial shooter case. Dietman avoue rapidement, expliquant en détail les horribles crimes du duo. Sometimes you just see somebody and turn around, come back and get them. En fait, Sam Dietman s'est montré plutôt franc. Il nous a dit ce qu'ils avaient fait et comment ils l'avaient fait. And then all of a sudden he just, lean back for a second. Okay. How's this? Bang. Okay. And then he continues on the way. And what does Dale do after he fires? He just kind of chuckles a little bit and has a gun down beside his leg there. Looked at me for a second, kept driving. D'après moi, il était juste là pour l'accompagner. Il était évident que ce n'était pas le cerveau du groupe. Le cerveau, c'était Dale. Is it fair to say that Dale was more interested in the notoriety of this than you were? Is that fair to say? Yeah, fair to say. Well, Did you talked about it quite a bit once I started to stand there. Sam était en quelque sorte un prisonnier mental de Dale, qui a su le manipuler et le conduire à ce niveau de violence. Dietman donne également des informations sur les nombreux crimes perpétrés par Dale auparavant avec son frère Jeff. Have they said anything specifically to you about being responsible for the death of another human being? Well, Jeff has, but that's, with him, I don't know what to believe. Okay. Il nous a donné des informations sur plusieurs autres fusillades qui s'étaient produites avant.
Il nous a parlé des activités de Dale et de son frère, ce qu'ils appelaient de la violence récréative. Nous avons découvert qu'avant de rencontrer Sam Ditman, son frère Jeff et lui avaient l'habitude, quand ils sortaient, de provoquer des bagarres avec des gens, ou alors de les poignarder. Recreational violence or something, we go with like beating up people. Yeah, I think that's what I was looking for. Recreational violence. Is that what you called it? RVing, I guess. Is that right? Yeah. Okay. Si les tueurs sont désormais derrière les barreaux, une question reste sans réponse. Quel élément a conduit ces deux hommes à tuer au hasard? Entre l'été 2005 et l'été 2006, Phoenix a connu une série de crimes sans le moindre mobile. Les responsables, Dale Hausner et Sam Ditman, ont ciblé des personnes, des animaux et des biens matériels dans une course aléatoire et étaient, semble-t-il, motivés par le frisson du meurtre. Hausner et Ditman ont été arrêtés pour près de 100 chefs d'accusation distincts de meurtre et de destruction. Ditman a rapidement avoué, tandis que Hausner continue à proclamer son innocence malgré des preuves accablantes. Au tribunal, à travers les aveux de Ditman, Rebecca Estrada apprend les détails des derniers moments de son fils. D'après les témoignages, d'après ce que Sam nous a raconté au tribunal sur Dale, ils étaient en voiture et ils ont fait demi-tour. Ils sont revenus et ils ont attiré David en lui demandant leur route. Ils ont baissé la vitre et dès que David s'est approché de la voiture, Dale Hausner a sorti le fusil de chasse et l'a tué d'une balle dans le poumon. Paul Patrick, qui assiste au procès chaque jour, sera choqué par l'arrogance et l'absence totale de remords de Hausner. Assis au tribunal, il s'est retourné vers moi et la mère d'une victime de meurtre. Et là, il nous a fait un doigt. J'aurais voulu lui faire manger. Les révélations sur la mort de Robin Blasnek sont encore plus choquantes. Les preuves obtenues grâce à la mise sur écoute montrent l'étendue de la dépravation du duo. Dale Hausner se vantait d'avoir tué mademoiselle Blasnek et faisait des commentaires désobligeants à son égard. Dale Hausner disait « À l'aide, à l'aide !» Il imitait Robin, qui n'était pas morte sur le coup. Comment peut-on être aussi mauvais, aussi cruel, pour imiter une victime qui appelle au secours? On voyait vraiment à quel genre de personne on avait affaire. Le fait qu'ils aient trouvé ça amusant et qu'ils en aient ri après coup, je pense, donne une indication de leur état psychologique. Ils étaient complètement insensibles. Ils avaient simplement soif de destruction. Dans leur esprit pervers, c'était leur manière de se sentir supérieurs. Au tribunal, Hausner crie son innocence, mais fait de nombreux lapsus révélateurs, y compris des comparaisons entre lui-même et les célèbres tueurs du passé. Dale, à la part des témoins, se glorifiait presque à l'idée que son nom, Hausner, puisse être mis sur un pied d'égalité avec celui de Charles Manson, le célèbre tueur en série. Dale Hausner est inculpé de 80 chefs d'accusation au total, dont les meurtres avec préméditation de David Estrada, Nathaniel Schaffner, José Ortez, Marco Carrillo, Claudia Gutiérrez Cruz et Robin Blasnek. En 2013, après plusieurs années passées en prison, Dale Hausner est retrouvé mort dans sa cellule après une overdose mortelle. Sam Ditman plaide coupable pour les meurtres de Claudia Gutiérrez Cruz et Robin Blasnek et est condamné à l'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle.
Jeff Hausner recevra une condamnation de 18 ans pour avoir poignardé Timothy Davenport, un crime que Dittman avait révélé dans ses aveux en lien avec la série de fusillades aléatoires. Quant à savoir ce qui a poussé ces hommes à commettre des actes d'une telle violence, le mystère reste entier. Sam Dittman n'avait aucune idée de ce qui l'avait poussé à faire une chose pareille. Il nous a seulement dit que Jeff et Dale aimaient sortir et se livrer à cette violence récréative. C'était le terme qu'ils utilisaient. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'étais seulement une cible à abattre pour eux. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Quelqu'un comme Hausner se sent très inférieur et très en colère. La seule manière d'avoir un certain statut social ou une certaine notoriété consiste à faire quelque chose d'horrible comme il l'a fait. Sam Dittman était-il un toxicomane désespéré, entraîné malgré lui? Ou suivait-il une nouvelle addiction? Sam était perdu dans la vie. Il attendait que quelqu'un prenne sa vie en charge. Et Dale est arrivé et s'est occupé de lui, ce qui était très confortable pour Sam. Je ne crois pas que Dittman aurait fait ça sans Hausner. Hausner était le cerveau. Alors, Dale Hausner et Sam Dittman étaient-ils seulement à la recherche du grand frisson, jouant au plus dangereux des jeux, ou étaient-ils des tueurs nés? J'ai passé des années à essayer de comprendre. Je crois que la meilleure manière de les décrire, c'est de dire qu'ils étaient défectueux. Quand je regarde Dale, je pense qu'il est né comme ça. Il n'est pas devenu ce monstre en grandissant. Et dans cette affaire, Sam Dittman s'est transformé en disciple de Dale. Et il aurait fait n'importe quoi pour lui faire plaisir. Je ne crois pas que l'un d'eux était né pour tuer. Je pense que si les circonstances avaient été différentes, il ne se serait pas tourné vers le meurtre. Je suis convaincu qu'il y avait quelque chose chez Dale Hausner depuis le début. Je crois que la mort de ses deux enfants l'a fait basculer. Un événement traumatisant peut servir de déclencheur, mais cet élément déclenche ce qui se trouve déjà dans l'individu. Ce n'est pas la cause, mais ça peut être l'élément déclencheur. Il était déjà rempli d'une grande quantité de colère et d'hostilité. Je parle de Hausner en particulier. Il aimait le côté sanglant de tout ça. Il y a quelque chose de diabolique chez Dale. Je pense qu'il aurait pu le réprimer s'il avait voulu. Pour ceux qui ont perdu un être cher de manière aussi soudaine, rien ne pourra jamais réparer le bouleversement dont ils ont souffert. Toutes ces années passées sans le voir. Lui qui avait la vie devant lui. Mais les plus tendres souvenirs resteront toujours vivants. C'était le plus adorable des garçons. Il mettait ses petites mains sur mon visage et il disait « Maman, j'adore ton visage, j'adore ton visage ». Et de tenir ces précieuses petites mains, c'était la personne la plus agréable qui ait jamais existé pour moi. Quant à Paul Patrick, dont les cicatrices ne guériront peut-être jamais, sa détermination à défier le destin restera un hommage à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Je ne me laisserai pas abattre. Et certainement pas par ces êtres défectueux.